Bonjour à tous, je suis le professeur Tariq. Je vais vous présenter les principes du raisonnement clinique, puisque au cours de vos séances de TD thérapeutique, vous allez faire un apprentissage basé essentiellement sur le raisonnement clinique. Qu'est-ce que le raisonnement clinique? Le raisonnement clinique est défini comme étant les processus de pensée et de prise de décision qui vont permettre aux cliniciens de proposer une prise en charge dans un contexte spécifique. Ce qui est surligné en rouge est très important parce que ça se base essentiellement sur la prise de décision et sur deux processus, la pensée et la prise de décision, qui vont permettre en fait la prise en charge d'un malade donné dans un contexte bien spécifique. Pourquoi avons-nous choisi de vous faire cet apprentissage sur la base du raisonnement clinique? D'ailleurs, cette méthode est utilisée par de nombreuses autres institutions. Il est essentiellement, nous avons choisi cette méthode parce que ça va vous permettre d'appliquer, d'organiser les connaissances spécifiques déjà acquises. Je vous rappelle que vous êtes déjà en 6e année de médecine. Au cours de vos 2 premières années, vous avez étudié tout ce qui avait trait au normal, ensuite vous avez abordé la pathologie de façon globale en 3e année, puis vous avez fait l'approche par appareil. Et pour chaque appareil, on vous a décrit les maladies, on vous a donné les formes cliniques, on vous a donné les étiologies, les traitements, etc. Mais il faut savoir que quand on est face à un patient, on n'est pas face à un cours, on est face à un patient avec une plainte bien spécifique. Quand le patient vient consulter, il se plaint, il a mal, il a de la fièvre, il n'arrive pas à respirer, il crache du sang, ou bien quand c'est une dame, elle a une hémorragie, ou bien quand quelqu'un a une hématurie, etc. D'ailleurs, même le patient, il va pas vous dire j'ai une hématurie, il va utiliser ses propres mots. Donc, l'intérêt, c'est de vous amener justement à utiliser les connaissances et les compétences que vous avez au fur et à mesure acquis et à les appliquer pour une situation bien spécifique. Ça permet également de vous initier ou bien de renforcer en fait votre approche du principe des investigations, c'est-à-dire comment établir un plan d'exploration d'un patient, mais également comment faire une approche thérapeutique. Et je vous rappelle que là, nous sommes devant un patient. Ce n'est pas la maladie que l'on va traiter, c'est un patient qui se plaint, qui a une plainte et à laquelle nous devrons apporter une réponse. À titre de rappel, je vous rappelle que pour la prise en charge d'un patient, l'approche de la prise en charge de patient se base essentiellement d'abord et avant tout sur une analyse de données qui vont être recueillies à l'anamnèse, c'est-à-dire on va voir qui est ce patient, c'est un homme, c'est une femme, quel âge a-t-il, est-il jeune, est-il âgé, dans quelle tranche d'âge il se situe, parce que il est important de comprendre que les maladies peuvent survenir à des âges définis au cours de la vie, ou bien alors elles peuvent avoir une expression différente au cours de la vie. Par exemple, un sujet âgé qui va venir pour une infection respiratoire basse n'aura pas forcément la même symptomatologie, il va pas avoir la même plainte qu'un sujet jeune, puisque un sujet âgé aura plus une atteinte de l'état général, etc. Il est également important d'analyser les circonstances de survenue. C'est essentiellement dans quelles circonstances est survenue cette plainte. À l'occasion d'un traumatisme, d'un effort, dans un contexte épidémiologique bien défini. Il est certain que quelqu'un qui avait de la fièvre et de l'anosmie en 2019 ou en 2018, on ne pensait pas au Covid-19. Actuellement, tout patient, nous sommes dans un contexte épidémiologique particulier, la symptomatologie respiratoire dans un contexte fébrile avec, surtout quand il y a de l'anosmie, etc.
immédiatement, on va penser évidemment à un problème de Covid. Vous voyez que le contexte épidémiologique est important. Il y a également les facteurs de risque à analyser. Quels sont les facteurs de risque auxquels ce patient a été exposé? Le tabagisme, l'alcoolisme, toutes les addictions. Il y a également les facteurs de risque professionnels, etc. Les comorbidités que peut présenter ce patient. Et puis, recueillir toutes les données relatives aux signes, les signes généraux, les signes fonctionnels. Et je vous rappelle que même quand un patient vient pour des douleurs thoraciques, par exemple, ou une dyspnée, on ne se contente pas de ce symptôme. On recherche également tous les autres signes qui sont de la sphère respiratoire, par exemple, mais on recherchera également tous les autres signes extra-respiratoires. Évidemment, les signes généraux seront également à rechercher et l'examen physique doit être complet. L'examen physique doit être le plus complet possible et le recueil de données objectives telles que la fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, la tension artérielle, le poids, la taille pour calculer l'indice de masse corporelle, la température, la saturation, la SpO2 sont des éléments de l'examen physique, ainsi d'ailleurs que le débit expiratoire de pointe, qui sont partie intégrante de l'examen physique. Et ensuite, il faudra examiner le patient. Évidemment, on s'attardera sur l'organe d'appel, mais l'ensemble des organes doivent être passés en revue. À la fin donc de cette anamnèse et de cet examen physique, théoriquement, on a ce qu'on appelle une génération, on génère déjà des hypothèses diagnostiques. Précocement, on sait, on commence déjà à dire il est possible que ce soit tel diagnostic ou tel autre diagnostic. Puis, pour confirmer ou conforter ce diagnostic, il est possible qu'on ait besoin d'examens complémentaires, comme il est possible qu'on n'ait pas besoin d'examens complémentaires. Enfin, ce plan d'investigation, encore une fois, doit être cohérent et rationnel. Rappelez-vous, l'examen le plus cher, le plus sophistiqué, n'est pas toujours le plus indiqué et le plus efficace. Il y a également deux notions à prendre en compte quand on prescrit des examens, c'est le risque-bénéfice pour le patient et le coût de cet examen. Enfin, les modalités thérapeutiques, évidemment, vont être choisies en fonction du patient et adaptées à la situation du patient. Vous allez nous dire, mais comment arriver à établir ce diagnostic finalement? Comment arriver à poser un diagnostic, à donner le diagnostic d'une maladie, à choisir une thérapeutique, etc. Eh bien, tout cela se passe grâce à l'analyse, grâce à une approche, disons, de raisonnement, et vous allez voir qu'il y a deux types de raisonnement. La première approche est l'approche non analytique, c'est-à-dire que quand on voit le patient, quand on le reçoit, une fois rapidement, on pose le diagnostic. Ça, c'est un raisonnement qui est intuitif. Il est très rapide, il est presque automatique et spontané. En fait, c'est lié au fait que on a immédiatement fait le lien avec, par exemple, des connaissances antérieures, ou bien alors si on a vu le cas avant. Par exemple, on peut systématiquement dire, quand on va voir quelqu'un qui va venir pour une gêne respiratoire avec des sifflements, on va dire c'est de l'asthme. Mais vous allez le voir, tout ce qui siffle n'est pas de l'asthme. Mais là, dans cette situation, il y a bien d'autres situations. Par exemple, quand on a vu une fois un zona, on l'a gardé en tête. Si on reçoit un patient avec le même type de lésion, eh bien systématiquement, on va dire que c'est un zona. La deuxième méthode est dite analytique, c'est-à-dire que le raisonnement est de type analytique. Il va d'abord passer par plusieurs étapes, alors qu'on a vu dans la slide précédente que c'était non analytique, je vous ai dit que c'était presque intuitif, alors que là, on va d'abord passer par une démarche avec une identification du cas, recueil des données, etc. On va poser le problème, on va donner les hypothèses, on va prendre le temps de vérifier ces hypothèses, on va les interpréter pour aboutir enfin au diagnostic. Les deux méthodes analytiques et non analytiques sont en fait complémentaires.
Dans certaines situations, on ira vers un raisonnement intuitif, rapide, parce qu'on a le souvenir de cette situation, on a vite fait le lien avec des connaissances antérieures, ou bien parce qu'on a vu la même situation avant. Mais le plus souvent, il faut passer quand même par une méthode analytique où nous devons faire une certaine démarche pour aboutir à un certain... Les étapes de ce raisonnement sont affichées là devant vous. Nous allons voir chaque étape de façon successive et les expliciter. On va passer donc en revue les différents points de ce raisonnement. Tout d'abord, il faut analyser les données, il faut d'abord recueillir les données du patient à l'anamnèse et à l'examen physique. Vous êtes bien d'accord avec moi? Une fois qu'on les a recueillies, on analyse ces données. Quelles sont les données importantes? Et il ne faut omettre aucune donnée, que ce soit celles liées, que ce soit les données sociodémographiques, les données épidémiologiques, les facteurs de risque, les antécédents. La présence ou l'absence d'antécédents a souvent beaucoup de valeur. Une infection chez un sujet immunocompétent, c'est-à-dire sans tare associé, aura une présentation différente que chez un sujet immunodéprimé. Rappelez-vous, donc les antécédents sont très importants. Ensuite également, les signes qui sont associés à la plainte principale. Quels sont ces signes? Comment ils ont évolué dans le temps également? Et puis également les données de l'examen physique. Ces données de l'examen physique, je vais analyser l'ensemble de ces données et voir ce qu'elles signifient. Puis je vais les hiérarchiser, c'est-à-dire je vais les classer. Je regroupe mes facteurs de risque et mes addictions, mes antécédents. Je regroupe également mes symptômes en syndrome, c'est-à-dire que par exemple, si j'ai une matité avec des crépitants, etc. à l'examen physique, je vais dire que j'ai un syndrome de condensation ou bien j'ai un syndrome d'épanchement pleural aérien ou liquidien, etc. Puis je vais poser le problème et je vais émettre des hypothèses. Un point important par rapport comment je pose le problème, c'est-à-dire à l'issue de mon analyse, j'identifie mes éléments importants, je les ai classés, j'ai regroupé en syndrome, je vais faire une synthèse et je vais à ce moment-là dire quel est le problème posé. Le problème, c'est celui de monsieur Untel ou de madame Untel qui est âgé 2 avec ou sans facteur de risque, avec ou sans antécédent, qui présente tel syndrome avec ou sans signe de gravité. Je ne vais pas dire, le problème, ce n'est pas de dire c'est un problème d'hématurie ou un problème de douleur abdominale. Douleur abdominale, tout seul comme ça veut rien dire. Rappelez-vous, c'est un patient avec un ensemble d'éléments, avec une histoire clinique. Une fois que j'ai posé mon problème, je vais à ce moment-là dire quels sont le ou les diagnostics possibles. Rappelez-vous, je vous ai dit en début de séance, d'habitude, on vous fait le plan de présentation d'un cours, c'est description du tableau clinique, examen complémentaire, forme clinique, etc., forme selon l'âge, etc., etc. Là, vous avez un patient avec une histoire propre, avec une plainte, et vous devrez évoquer un ou plusieurs diagnostics. Alors en général, on ne va pas faire toute la série du cours. Si j'ai par exemple un problème d'hémorragie digestive, je ne vais pas évoquer toutes les hémorragies digestives, mais je vais évoquer les hémorragies qui sont en rapport avec mon patient. Donc, il est important d'évoquer donc ces diagnostics, quels vont être ces diagnostics, et puis après, je vais devoir vérifier si mes diagnostics sont justes ou pas. Pour cela, je vais proposer un plan d'exploration. Ce plan d'exploration doit en fait également se baser, ce choix, je dois toujours faire référence à mes mécanismes physiopathologiques et je dois à ce moment-là choisir ou proposer un plan d'exploration. Rappelez-vous aussi, je l'ai dit en début d'examen, en début de présentation, les examens les plus chers et les plus sophistiqués ne sont pas forcément les mieux indiqués et les plus efficaces. L'examen doit être choisi en fonction du risque-bénéfice,
en fonction de la rentabilité, c'est-à-dire de la sensibilité et de la spécificité, en fonction du coût également. Le coût est souvent quelque chose qui n'est pas pris en compte, mais il faut toujours prendre en compte le coût. Évidemment, je vous rappelle, nous sommes en situation d'urgence. Toutes les situations que vous allez étudier vont être en situation d'urgence, donc il est important que les premières mesures soient mises en place. C'est-à-dire, si j'ai quelqu'un qui a une hémorragie, si je vois des signes de choc, je ne vais pas attendre la fin des investigations et des examens complémentaires pour mettre le sujet en condition. On est bien d'accord. Les premières mesures doivent être mises immédiatement. Et si je mets en place, évidemment, je mets en place les premières mesures et d'emblée, je vais faire ma feuille de surveillance, je vais mettre mes premiers paramètres et je vais mettre l'heure d'arrivée, les paramètres à surveiller et le rythme de surveillance dès l'accueil du patient. Une fois donc que vous aurez mis en place les premières, vous aurez évoqué les diagnostics, vous allez demander vos examens complémentaires de façon rationnelle, je l'ai dit. Vous allez également mettre en place les premières mesures thérapeutiques. Vous mettez votre fiche de surveillance, puis vous allez administrer votre traitement. Évidemment, le traitement sera choisi en fonction des données physiopathologiques, des mécanismes physiopathologiques sous-jacents. Vous allez identifier les objectifs du traitement, identifier les moyens et identifier les modalités d'administration. Il est très important d'identifier les modalités d'administration, c'est-à-dire en termes de voie, par quelle voie je vais donner le médicament, quelle dose, à quel rythme et comment je vais surveiller. Enfin, si ce patient doit être orienté vers une autre structure, par exemple dans un même hôpital, je vais évacuer mon patient du secteur médical au secteur chirurgical. Ou bien alors, comment je vais le transférer vers une autre structure? Parce que vous allez voir, on va vous mettre différentes situations. Vous pouvez être à la polyclinique, vous pouvez être dans un EPH, vous pouvez être dans un CHU. Donc, dans tous les cas, quand on évacue un patient vers une autre structure, il est important que un courrier accompagne ce patient. Et ce courrier doit clairement spécifier les données suivantes, c'est-à-dire le nom, prénom, âge, etc. du patient, l'état à l'arrivée, c'est-à-dire tout ce que vous avez recueilli comme données avec en syndrome, en signe de gravité, etc. Ce que vous avez fait, ce que vous avez trouvé, si vous avez fait des examens complémentaires, mettez les résultats et vous allez dire également pourquoi vous le transférez. Pourquoi vous avez transféré ce patient? On ne transfère jamais un patient avec le motif meilleure prise en charge. Si vous mettez meilleure prise en charge, ça veut dire que vous-même, vous êtes insuffisant. On transfère un patient parce que on a besoin pour sa sécurité, pour donner les meilleures chances au patient. On sollicite donc un autre service pour lui donner les meilleurs soins, des soins qui ne sont pas disponibles à votre niveau. Il est très important de spécifier le motif du transfert. Le mieux, c'est de contacter les collègues, évidemment. Les téléphones existent maintenant. Donc, le mieux, c'est de contacter les collègues et de leur dire, voilà, on va vous envoyer tel patient, pourquoi, etc. Les conditions de transfert aussi sont très importantes. Un patient qui a besoin d'être transféré, qui nécessite un transport médicalisé, doit être évacué dans un transport médicalisé. On ne transfère pas les patients de n'importe comment. Quand on a un patient en situation d'urgence avec un problème, avec des signes de gravité, le transfert doit se faire dans les meilleures conditions possibles. Le deuxième cas, c'est-à-dire si le patient n'a pas besoin d'être transféré, vous pouvez également hospitaliser ou mettre en observation le patient. Bien sûr, on peut hospitaliser ou garder en observation le patient, ou bien alors, une fois qu'on a fini la phase d'observation, on va autoriser le patient à rentrer chez lui. Pour l'autoriser à rentrer chez lui, il y a également des règles à respecter au moment de la sortie. Tout d'abord, il est important de rédiger une ordonnance
et une ordonnance lisible. Rappelez-vous, l'ordonnance va être lue par le patient, ça va être un document qui va servir de base pour le patient pour qu'il sache comment prendre ses médicaments, pour le pharmacien également qui va délivrer, qui va lui donner les médicaments, et également parfois dans certaines situations pour un infirmier qui sera chargé d'administrer les soins. Il est également important d'accompagner cette ordonnance, surtout dans les pathologies quand même chroniques, etc., d'accompagner cette ordonnance avec un courrier. Et toujours là, ce courrier, ce compte-rendu, va comporter les informations comme on l'a dit tout à l'heure pour le compte-rendu de transfert, c'est-à-dire qui est le patient, dans quel état vous l'avez reçu, qu'est-ce qui s'est passé, mais là vous allez compléter, vous allez dire nous l'avons gardé durant de telle heure à telle heure, voilà comment il a évolué, voilà ce que nous avons administré comme traitement, une fois que nous avons vérifié la stabilité, etc., nous vous le confions parce que c'est un patient, souvent le patient, si c'est un chronique, il va vous dire j'ai mon médecin traitant. Parfois, le malade n'a pas de médecin traitant. Il arrive que des patients, par exemple, on découvre pour la première fois chez eux une hypertension artérielle ou un asthme ou un diabète. Donc, dans ces cas-là, il faut orienter le patient vers une structure de prise en charge. Il ne faut pas dire au patient revenez aux urgences, parce qu'aux urgences, les équipes changent. Les urgences, c'est pas fait pour prendre en charge des malades chroniques, c'est pas fait pour prendre en charge le suivi. Il faut orienter les patients vers une structure de suivi et il y en a suffisamment. Vous en avez aussi bien dans le secteur public que libéral. Donc, souvent, enfin parfois on constate malheureusement, on dit aux patients allez vous allez revenir ici au PU, mais non, on ne peut pas recevoir un malade au PU, ce n'est pas du tout logique que de recevoir un patient stable au niveau des urgences. Les urgences, c'est fait pour les recours non programmés, pour les urgences, ça porte bien son nom. Il faut ensuite donc au moment de la sortie, il y a quand même de l'éducation thérapeutique à faire pour le patient. C'est vrai que la situation d'urgence est une situation très particulière. Ce n'est pas l'éducation thérapeutique telle qu'on vous l'a appris dans les maladies chroniques, où on prend le temps d'expliquer la maladie, etc., etc. Mais là, on est dans une situation de stress pour l'équipe soignante et pour le patient. Donc, il faut d'abord annoncer le diagnostic. Et là, je rappelle que pour annoncer le diagnostic, on va vous l'apprendre également. L'annonce du diagnostic se fait dès le début de la prise en charge. Je m'explique. C'est-à-dire que quand je reçois le patient, je décide, j'émets des hypothèses et je décide d'un plan de prise en charge. On va dire au patient ou bien à l'accompagnateur, on va parler dans un petit moment de l'accompagnateur, on va dire voilà ce que nous avons suspecté, voilà les examens que l'on va faire, pourquoi on les fait, qu'est-ce qu'on attend, vous voyez. Donc pourquoi? Parce que ça permet en fait déjà au moment de la sortie, le patient a déjà une idée de ce qu'il a, par exemple une exacerbation de BPCO ou bien une colique néphrétique ou je ne sais pas quoi. Donc au fur et à mesure on l'a préparé, donc à la fin on lui dit voilà ce que vous avez présenté, on vous a mis un traitement, maintenant vous êtes stable, vous allez rentrer chez vous avec cette ordonnance et on va lui expliquer le traitement. Il faut expliquer le traitement, ça c'est très important. Donc il faut expliquer le traitement, comment il doit prendre le traitement, s'il y a des dispositifs particuliers, ne pas faire l'économie de lui expliquer. Il faut dire comment il doit se surveiller et lui dire de la nécessité d'aller consulter chez un médecin en dehors des urgences si c'est un malade chronique ou bien où il doit aller faire son contrôle. Donc il est important que toutes ces étapes soient scrupuleusement respectées. Il est évident que toute cette partie d'explication, d'éducation doit se faire dans le langage du patient, c'est-à-dire dans le langage qu'il comprend, les mots qu'il utilise. Si c'est en arabe dialectal, eh bien c'est en arabe dialectal. Si c'est en chaoui, c'est en chaoui. Si c'est en kabi, c'est en kabi. Si c'est en mozabite, c'est-à-dire il faut parler le langage du patient. Ça, c'est très important. Parce que vous vous rendez compte que vous allez annoncer un diagnostic, donc il faut lui dire, vous imaginez si vous allez lui dire, vous avez une hématurie, etc., le patient, il ne comprend pas. Mais il faut lui expliquer ce que c'est, qu'est-ce qu'il a.
Il faut lui expliquer pourquoi on lui donne ces médicaments, comment il doit prendre les médicaments, à quelle heure, etc. Et avec ses mots, avec les mots du patient. Ça vient avec l'entraînement, ne vous inquiétez pas. Il y a un autre point également important au moment de la sortie et durant la prise en charge, c'est l'accompagnateur. Je dis l'accompagnateur parce qu'en situation d'urgence, on n'a pas besoin d'admettre 3-4 personnes avec le patient. Si le patient est capable d'écouter, il coopère, etc., eh bien, on parle avec le patient. Sinon, on va parler à un accompagnateur. Un accompagnateur parce que nous n'avons pas le temps, vous êtes en situation d'urgence, vous n'avez pas le temps de répondre à tout le monde. Donc, c'est une personne. Même dans les services d'hospitalisation, nous demandons un référent. Donc, une personne avec laquelle on va parler. Et là aussi, il faut faire attention dans l'équipe. Il faut savoir qui va parler avec le malade ou avec sa personne référente. Pourquoi c'est important? Parce qu'il faut accorder les violons. Il faut que l'on dise tous la même chose, aussi bien le paramédical que le médical. Donc là, vous allez le voir, les dégâts que ça peut causer si un donne un diagnostic et l'autre dit un autre diagnostic, etc. Donc, pour être efficace, il faut un seul message. Soit c'est une seule personne qui le délivre et on s'entend dans l'équipe qu'est-ce qu'on va dire au patient. Ce que l'on attend de vous, c'est-à-dire comment vous allez apprendre au cours de ces séances. Avant le TD, en principe, il n'y a pas de préparation systématique quand on fait une séance de raisonnement clinique parce que vous avez suffisamment de connaissances et de bagages que vous avez emmagasinés toutes ces années. Donc, nous, l'objectif, c'est justement de mobiliser toutes ces connaissances, toutes ces ressources et de les mettre en application. Voilà l'objectif. On peut vous donner la thématique de la semaine, vous pouvez voir les questions, les grandes questions, et on n'a pas besoin de vous dire quelle est, parce que c'est au moment du TD que vous allez découvrir le problème. C'est ça ce qui est intéressant justement, c'est de faire cette enquête minutieuse. Donc pendant le TD également, il est important que vous participiez, que vous verbalisiez vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions, il ne faut pas avoir honte. Toutes les questions sont acceptées. Toutes les questions sont acceptées. On n'est pas là pour vous dire ce n'est pas bien, tu ne sais pas, etc. On est là justement pour apprendre. Et si on est là pour apprendre, on verbalise, on dit, on donne ce que l'on sait, on pose nos questions, c'est-à-dire qu'on va participer au cours du TD et parfois l'apprentissage par l'erreur est très important parce qu'on le garde souvent en mémoire. À la fin du TD, il faut faire son auto-évaluation. Il faut évidemment faire son auto-évaluation, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qu'il me reste à apprendre et comment je vais apprendre. L'auto-évaluation, donc, c'est qu'est-ce que j'ai appris au cours de cette séance. Qu'est-ce qu'il me reste à apprendre? Parce qu'au cours de la séance, par exemple, vous allez vous rendre compte que vous ne connaissiez pas finalement aussi bien certains mécanismes physiopathologiques, certains modes d'action de médicaments, que vous ne les maîtrisiez pas bien, que vous ne connaissiez pas. Donc, il va falloir relire ou aller vous chercher de la littérature pour voir, pour expliquer toutes ces données. Donc, il est important, l'auto-évaluation, c'est ça, c'est-à-dire au cours du TD, vous voyez là où vous avez bloqué, là où ça n'a pas fonctionné, pour qu'à la prochaine séance, vous améliorez vos performances. Il est parfois aussi... on peut avoir aussi de la difficulté parfois à poser un problème, à proposer un plan de prise en charge. Il ne faut pas s'affoler si la première fois on n'est pas arrivé. Au fur et à mesure, vous allez acquérir les principes et savoir comment faire. Ensuite, maintenant, il faut évidemment compléter vos lectures. Nous, on va vous mettre à disposition un manuel, mais vous pouvez aussi avoir d'autres ressources. Rappelez-vous, la lecture aussi médicale obéit à des règles et d'ailleurs, on va vous mettre aussi une petite vidéo pour vous dire comment faire la lecture sur le plan médical. Voilà, je pense que j'ai fini cette présentation. Je pense vous avoir donné assez d'éléments pour aborder votre première séance de TD. Je vous souhaite à tous un bon apprentissage et rappelez-vous, la meilleure évaluation, c'est le patient. C'est vrai que c'est très important d'aboutir à un diagnostic et puis
N'hésitez pas aussi, juste une remarque également, n'hésitez pas également à faire part à vos enseignants des cas que vous avez observés, etc., que vous pouvez, l'enseignant peut consacrer un temps avec vous aussi à analyser les cas que vous avez vus et trouver également, les analyser et trouver des solutions. Voilà, je vous remercie encore une fois, merci pour votre attention et bon apprentissage.